Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. 3 journalistes avec moi dans ce studio pour évoquer 3 sujets, en tout cas de façon essentielle. Ces 3 sujets qui sont donc l'évolution de la situation sécuritaire avec l'arrestation de certains djihadistes présumés. Il y aura également au menu la situation des réfugiés maliens au Burkina Faso, une situation pas du tout facile, et le forum de Kidal. Nous aurons également le temps pour parler d'une loi qui vient d'être adoptée par l'Assemblée et les relative à l'autorité intérimaire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nos 3 invités sont donc Ami Bessissé, il est de Radio FM, Idrissa Keita de Raïda Info et Amandengo Sagara du journal Soloni. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue une fois de plus. Premier volet de ce débat, la sécurité. On a appris la nouvelle cette semaine. Le plus grand djihadiste, le plus grand important chef djihadiste, en tout cas présumé du sud du Mali, a été arrêté. Cela se serait passé donc près de la frontière mauritanienne. Monsieur Keita, il s'agit d'un certain Souleymane Keita, dont vous avez certainement entendu parler, a été transféré ce mercredi à Bamako par les forces spéciales des services de renseignement malien. Alors, c'est une nouvelle qui a bien son importance, non, Ami Bessissé? Oui, très bien, je suis entièrement d'accord. C'est une question surprise. Je pensais que la question était adressée à Idrissa. Je m'attendais quand même à cela. Bien, des opérations comme ça, il faut toujours les saluer. Nous savons que c'est l'un des chevaux de bataille du gouvernement, disons de la communauté internationale aujourd'hui, le terrorisme. Et ces personnes qui, à un moment donné, ont été au centre de tout ce que le Mali a vécu comme difficulté, comme terrorisme aujourd'hui, si un à un, on arrive à les avoir et à les neutraliser, c'est une bonne chose. Son arrestation, parce que d'abord, on va peut-être lui faire parler, il a peut-être des informations capitales à fournir, des informations qui pourront aider les autorités à avoir encore d'autres pistes qui peuvent peut-être leur permettre de circonscrire d'autres attaques ou bien d'autres tentatives. Moi, je pense que c'est salutaire, c'est une mention spéciale pour les forces de sécurité et il faut suivre dans cette voie. Alors, Idrissa Keita de Raïda Info, Souleymane Keita était donc activement recherché par les services de renseignement du Mali depuis un certain temps. Bonsoir, je tiens à remercier la radio Tamani pour cette première sélection. Aussi, on peut se féliciter. Le Mali a été mis à rude épreuve ces derniers temps. On se souvient de ce qui s'est passé à l'hôtel Nord-Sud à Bamako. Et c'est vrai que dans la partie sud du pays, depuis 1 an, notamment du côté de Fakoula et environ, les djihadistes ont commencé à s'affirmer, à s'afficher. Quelque part, cette victoire démontre une chose. C'est dû au fait que l'armée est désormais requinquée. Et ça permet aussi de comprendre que l'armée est sur le qui-vive, mais aussi dans l'ombre, l'armée est en train d'entamer des activités. Parce que le nord est un foyer qui n'est pas tout à fait éteint. Et le sud, où il faut le reconnaître, hormis nos armées nationales, les forces internationales n'y sont pas déployées. C'est quand même un exploit et on ne peut que se féliciter. Alors, nous allons nous tourner du côté de Amandengo Sagara du journal Soloni. Amandengo Sagara, on sait de Souleymane Keita alors qu'il était quand même, il s'était rapproché de Yad Agagali. Oui, ils étaient quand même à un moment donné très proches. Mais avant, je vais aborder dans le même sens que mes confrères. Pour dire qu'on ne peut que saluer la bravoure de nos forces de sécurité qui, à un moment donné, peinaient à avoir en tout cas la confiance de cette population. Et l'arrestation de ce djihadiste, je crois que est une victoire. Donc c'est un grand coup. Un grand coup, oui, qui peut freiner en tout cas la progression des djihadistes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas n'importe qui. C'est un grand chef. Et donc son arrestation et puis son transfert ici à Bamako, en tout cas comme il l'a dit, Ami Bessissé, c'est quand même une information
qu'on on peut soutirer beaucoup d'informations, n'est-ce pas, partant de cette personne. Et aussi, cela peut permettre, n'est-ce pas, au Mali de prévenir d'autres attaques, certainement qui se préparaient. N'oublions pas que sur ce plateau, nous avons toujours dit que ces djihadistes-là sont là et ils frappent, ils continueront de frapper. Et je crois que cette arrestation, en tout cas, est un grand coup qui freine en tout cas l'avancée de ces djihadistes-là. Mais moi, mon souci aujourd'hui, c'est qu'un jour, qu'on n'apprenne pas que voilà, ce grand chef-là a été échangé contre un prisonnier, ou souvent aussi c'est ça, l'armée fait son travail, mais à la grande surprise, ils sont soit échangés, après même si c'est pour dire qu'ils ont été abattus, mais l'essentiel, il faut vraiment garder ce monsieur-là en lieu sûr et soutirer autant d'informations possibles qui peut être en tout cas le départ d'une stabilisation dans notre pays. Alors, Ami Bessissi, il y a eu quand même deux arrestations, notamment celle de 2 autres djihadistes. C'était toujours au cours de la semaine dans la région de Tombouctou. Des arrestations qui interviennent alors que l'état d'urgence vient de prendre fin. L'état d'urgence, en réalité, je n'ai pas vu l'importance de l'état d'urgence. Ils l'ont décrété, mais ça n'a jamais été respecté. Bref, une arrestation, chaque fois qu'il s'agit de quelqu'un qui est vraiment terroriste, c'est parce qu'il faut encore qu'il y ait, comment on appelle ça, des preuves. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées aujourd'hui contre lesquelles il n'y a pas les preuves établies. On se rappelle des suspects qui ont été pris lors de l'attaque du Radisson Blu, qui ne sont pas encore libérés et on ne sait même pas ce que l'enquête devient. Il a dit tout de suite, Sagara, c'est un exploit, mais est-ce que dans ce processus de paix aujourd'hui, où on est en train de chercher à négocier avec tout le monde, y compris des voix qui commencent à s'élever pour parler de négociations avec Iyad Agalidouan est très proche de ce monsieur, est-ce que ça ne va pas amener une autre hypothèse? C'est là toute la question qu'on peut se poser. Alors, et ces 2 autres djihadistes présumés arrêtés dans la région de Tombouctou, c'est un dossier que vous avez suivi? Je n'ai pas trop connaissance de leur implication ou de leur arrestation avant d'être dans ce studio. Mais si tel était le cas, un terroriste, c'est toujours quelqu'un qui peut taper à tout moment. Et je suis sûr et certain, ils l'ont dit, ils ne sont pas seuls. Peut-être que c'est eux qu'on a pu arrêter, mais il est évident que les tentacules sont là, les autres camarades sont là. Il reste à savoir tout simplement où sont-ils. Et de plus en plus, on sent qu'il y a quand même moins d'attaques par rapport à des mois, parce qu'il fut un jour où tous les vendredis, il y avait des attaques. Maintenant, quand même, les choses se sont un peu calmées. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Il faut encore chercher à le savoir. Mais chaque fois qu'un terroriste, chaque fois qu'un criminel est arrêté, le plus important, c'est de le mettre dans un lieu sûr. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment essayer de le faire parler. Idrissa Keïta. Bon, moi je dirais que l'accord de paix, il a été signé il y a maintenant 1 an. C'est vrai que le gouvernement s'était mis dans une logique d'échange de détenus contre des trocs qui indignaient énormément. Et après 1 an, je pense que le gouvernement ne peut plus se le permettre. Et n'oublions pas que la justice aussi a été mise à rude épreuve. Il y a eu plusieurs actions, à savoir des attaques terroristes. N'en parlons pas, il y a aussi eu même des détournements, des affaires, des grands scandales qui jusqu'à présent au niveau judiciaire ne donnent pas d'écho. Encore, nous sommes en 2016. C'est la pré-campagne de 2018 qui a commencé. Donc le gouvernement ne peut pas se permettre certaines choses, de mon humble avis. Pour ce qui est de l'arrestation de ce terroriste, ça montre une chose. On comprend que l'armée est active. On comprend aussi que les services de renseignement prennent la mesure des choses. Quelque part, c'est quand même quelqu'un de dangereux, de nocif, qui a été neutralisé. Et il faut que son arrestation ait des retombées. Retombées en quel sens? Comme les confrères l'ont dit, qu'on puisse soutirer des informations. Petit 1, il a évidemment un appareil téléphonique, peut-être même un ordinateur. À travers ça, on peut remonter ses appels. N'oublions pas que bientôt, on sera le 9 avril. Je suppose que à 80%, 75%, l'identification a eu à faire ses effets. Donc, à travers lui, son téléphone, les appels, les contacts qu'il a eu à faire, on peut remonter le fil et mettre la main sur certains de ses complices. Les 2 qu'on vient de prendre, on l'a dit, ils sont impliqués d'une façon ou d'une autre
dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Grand-Bassam, oui. À Grand-Bassam. Or, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, à Radisson et au Burkina, c'est le même staff. Ce sont les éléments de Mokhtar Ben Mokhtar. Et Keïta qui vient d'être saisi en est un. Donc les deux aussi qu'on vient d'attraper, à travers eux aussi, on pourra avoir des réponses par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et leur présence ici. Et comme je l'ai dit, c'est une bonne chose, la même semaine, les forces de défense et de sécurité mettent la main sur deux pour après mettre la main sur un gros morceau. Psychologiquement, c'est une bonne chose. Mais bon, avec l'arrestation, ces arrestations coup sur coup, cela aussi signifierait que dans la cité, sur le territoire national, pullulent des terroristes. Est-ce que quelque part, ça ne va pas encore pousser les autorités à instaurer l'état d'urgence? Je ne sais pas. Vous estimez qu'il faut plus de vigilance maintenant? Il faut plus de vigilance. Mais par rapport à ce que vient de dire mon confrère Cissé, moi je pense que l'état d'urgence, d'une façon ou d'une autre, il a été respecté. Parce que la police malienne a été très militarisée. Et les forces armées n'ont pas fait dans la dentelle pour ce qui est des rafles et des contrôles. C'est vrai qu'il y a des choses à revoir. Souvent, les contrôles, les checkpoints, ils ne vont pas peut-être trop dans les choses où il y a certaines distances qu'on peut faire d'un endroit à un autre, d'une ville à une autre partie du pays, sans être contrôlé, sans être inquiété. Peut-être qu'il faut revoir ça. Mais cette présence continue de porteurs d'uniformes dans tous les sens, à travers toute la cité, a quand même été plus ou moins dissuasive. Et l'état d'urgence permettant de faire des perquisitions à tout moment a aussi permis de déceler certaines choses. C'est ce que j'avais à dire. Amandine Sagara. Oui, ces deux terroristes arrêtés près de Tombouctou, et ça rentre dans le même cadre. C'est toujours un grand coup, en tout cas qu'on porte au terrorisme. Et surtout, il a dit, quand l'attaque de Bassam s'est produite et que j'étais en Côte d'Ivoire il y a encore 2 semaines, quand on a dit que voilà, il y a des Maliens qui sont cités parmi ces terroristes-là, et je vous avoue que ça a été un coup dur pour la communauté malienne qui était là-bas, qui en tout cas essayait de se justifier. Et quelques temps après, quand on a dit que 2 d'entre eux ont été arrêtés à Tombouctou, c'était un ouf de soulagement. Je voyais en tout cas ces Maliens-là heureux qui disent bon, s'ils ont été arrêtés, c'est une bonne chose. Alors, comme pour dire que voilà, c'est une victoire. Et je salue toujours la vigilance de nos forces de sécurité. Et effectivement, l'état d'urgence a permis, je crois, à faciliter toutes ces arrestations-là. Parce que quand même, les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive. Comme il a dit, on a vu, les contrôles étaient effectués fréquemment. Les véhicules étaient vérifiés et j'ai vu qu'en partant, effectivement, en Côte d'Ivoire, à la frontière, il y avait quand même une certaine vigilance qui était là. Et tout cela permet en tout cas de faire ces arrestations-là. Et quand je reviens encore sur ce que j'avais dit, il ne faut pas juste les prendre pour les prendre. Il faut essayer d'étudier ces personnes-là. Il faut essayer de soutirer autant d'informations possibles. Il faut également voir le mode d'action de ces terroristes, en tout cas qui ne sont pas prêts à baisser les bras. Il a dit, un gros morceau, il y en a encore plein. Donc il va falloir toujours doubler, en tout cas d'efforts, de vigilance. Et aussi, ce n'est pas seulement une question malienne, c'est toute la sous-région. Nous avons vu au Burkina, en Côte d'Ivoire, c'est vrai au Mali c'est encore plus répétitif, mais il va falloir se donner la main, en tout cas pour barrer définitivement la route à ces terroristes. Et je pense que c'est possible. Nos États peuvent y arriver. Studio Tamani, il est presque 18h30. Nous allons observer une courte pause avant de continuer. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. 3 sujets évoqués au cours de ce forum de la presse avec 3 journalistes qui sont Amibé Cissé de Radio FM, Idrissa Keita de Raïda Info, Amandine Sagara du journal Soloni. Le premier sujet est relatif donc à la sécurité. La sécurité, on en parlait tout à l'heure. On a évoqué l'arrestation de Souleymane Keita. On a également parlé de l'arrestation de 2 autres djihadistes présumés.
c'est dans la région de Tombouctou. Alors, Idrissa Kanté, je crois que vous avez souhaité vous exprimer par rapport à Oui, ce que je voulais dire notamment, c'était par rapport à la spécificité du Sud. Parce que comme je le dis, les forces internationales se sont carrément focalisées sur le Nord. Même si elles pourraient peut-être faire des apparitions dans le sud du pays, elles n'y sont pas basées, elles n'y sont pas du tout fréquentes. Donc le sud, ces arrestations-là sont à mettre au compte des forces armées du Mali, les FAMA. Et c'est aussi une façon pour nos forces aussi de jauger si vous voulez, leur capacité. Parce que vu le soutien, l'accompagnement qu'ils ont dans le nord du Mali, qui est un foyer de tension plus ou moins éteint, dans cette partie du sud, vu que les forces elles-mêmes, policiers, gendarmes, militaires et autres, y sont, entre elles, ça démontre que y a quelque chose, il y a une gestation. Ça démontre aussi que peut-être quelque part, les formations qui ont été faites du côté du Koulikro, les formations avec ECAP, et bien sûr cette présence de ces forces internationales qui apportent leur expertise ont permis aussi aux forces armées, à certains théâtres, de pouvoir faire des choses seules. Donc je tenais à préciser cela et je pense qu'on peut espérer de bonnes nouvelles. Alors, Idrissa Keita, vous avez justement parlé de l'état d'urgence, de ses avantages. Alors, Ami Bessissé, la question s'adresse à vous. Je pense quand même que ça a servi à quelque chose, l'état d'urgence, dans la mesure où le directeur général de la police, dressant le plan, a dit a parlé de au moins au total 678 descentes de police menées, 4785 perquisitions, 1671 personnes ont été déférées, 2834 personnes ont été fichées et 42 armes ont saisi. Ça veut dire que l'état d'urgence a bel et bien servi à quelque chose. Ben, ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. L'état d'urgence, si je dis que ça n'a pas été respecté, c'est lorsque vous voyez l'animation, l'ambiance dans Bamako et même à l'intérieur du pays où l'État ne contrôle absolument rien. Je suis convaincu que ce n'est pas respecté. Tous les jours, moi je suis en ville, je rentre dans des endroits stratégiques où le contrôle est très rigoureux. Pas rigoureux, très négligé, disons. Laxiste. Même aujourd'hui, je suis rentré dans un endroit avec ce gros sac que j'ai. Il n'y a absolument rien à part mon ordinateur, mais il n'y a pas de contrôle. C'est vrai, je suis de la presse, mais il faut quand même contrôler les gens. Je l'ai même déploré. L'état d'urgence n'a pas été respecté. Et si ces chiffres que le directeur général de la police a avancés sont fondés, tant mieux. Mais au fond, dans la réalité, on n'a rien vu de concret. Et moi, je pense que l'état d'urgence, ce n'est pas seulement des perquisitions dont le peuple n'est même pas au courant de ça. Il faut que les choses soient beaucoup plus du point de vue des citoyens, parce que ce n'est pas les forces de l'ordre seulement qui peuvent endiguer ce phénomène, c'est aussi la population, et il y a des comportements responsables que les citoyens doivent adopter. Et aujourd'hui, si tu veux vraiment faire du mal, c'est à la minute dans la rue. Idrissa Keita. Vous avez dit dans votre rapport qu'il y a 42 armes qui ont été saisies. Je pense que c'est très insignifiant. Dans ce pays, il y a une forte circulation d'armes. Non seulement le Nord, on le sait, la crise a provoqué cela. Il y a des cellules dormantes. Comme l'a dit mon confrère, à travers le territoire, l'État n'a plus un certain contrôle. Quelque part, c'est parce qu'il y a circulation d'armes qu'en janvier, il y a eu un crime passionnel dont l'auteur a d'ailleurs été déféré pour homicide involontaire et port d'armes illégales. Donc, les armes sont dans la cité. Les armes sont là. Et d'ailleurs, le service national de lutte contre la profilation de l'arme légère est interpellé. Parce que dans cette période d'après-crise, avec la circulation des armes, on n'est pas à l'abri du danger. C'est vrai que les terroristes, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a le côté attentat, il y a le côté bombe, ainsi de suite. Mais pour ce qui est de la circulation des armes légères, et même là, on en revient encore à ces contrôles. Il faudra aller jusque-là. Sinon, vraiment, l'état d'urgence qui est à combien de mois maintenant? C'est fini. Voilà, si on me dit qu'après 3 mois.
3 mois, oui. Est-ce que c'était même 3 mois 4 mois. Avant, voilà. Voilà, si on me dit qu'environ 5 mois après, on n'a eu que 42 armes seulement, je pense que c'est un peu insulter l'intelligence du peuple. Nous allons nous intéresser à présent à ce rapport de l'ONU, son dernier rapport, qui juge la situation sécuritaire au Mali alarmante. Alors, l'organisation onusienne s'est dit d'ailleurs inquiète de l'augmentation des violations des droits de l'homme et de la lenteur des progrès réalisés dans la lutte contre l'impunité. Alors, comment est-ce que vous appréciez le contenu de ce rapport? Je pense que nous allons commencer par vous, Amadeng Sagara du journal Soloni. Oui, ce rapport n'est pas surprenant. Vous voyez, c'est comme sur ce plateau, on prévient des choses. Nous avons dit que malgré, n'est-ce pas, les rapports sur la situation sécuritaire du Mali, je disais ici que nous sommes loin, n'est-ce pas, de la sécurité. Et j'aime insister sur un point. Le pays n'arrive même pas à sécuriser sa population. Quand je parle de sécuriser sa population, vous voyez les cartes d'identité nationale malienne, on les trouve partout. Même tout de suite quand on a dit les 2 terroristes qui étaient impliqués en Côte d'Ivoire, certainement c'est à travers leurs pièces d'identité qu'ils ont été identifiés, mais est-ce que ce sont réellement des Maliens? Aujourd'hui, n'importe qui peut obtenir une carte d'identité nationale malienne. Et ça, déjà, c'est un problème. Il va falloir travailler à ce niveau-là. C'est vrai, les armes vont circuler. Dans beaucoup de pays, les armes circulent. Mais il faut d'abord identifier chaque Malien. Et je salue, en tout cas, avec la valorisation de la carte Nina, qui peut peut-être aussi apporter, n'est-ce pas, un plus à ce niveau-là. Maintenant, quand vous me parlez de ce rapport de l'ONU, ça ne surprend pas ce que j'ai dit. Aussi longtemps que nous n'allons pas aller à ce DDR, aussi longtemps que les différentes forces ne seront cantonnées, il n'y aura pas de sécurité. Comme il a dit, le berger se promène avec son arme. Un petit groupe isolé est avec son arme. Comment vous voulez qu'il y ait la sécurité dans ce pays-là? Et quand on parle de violation des accords, mais c'est normal. L'armée ne peut pas rester là, le bras croisé, voir des groupes armés avancer ou bien voir des groupes armés mener des actions qui ne sont pas, en tout cas, de bonnes actions. Ils vont forcément vouloir répliquer et cela ne fera que aggraver les tensions. Donc moi, l'urgence aujourd'hui que la communauté internationale doit aujourd'hui clamer, c'est aller vraiment à ce DDR tant prôné, à ce DDR qu'on attend si longtemps, afin qu'il y ait au moins un peu de stabilité. Sinon, aussi longtemps qu'on va rester là, de forum en forum, de concertation en concertation, le mal va continuer à sévir dans le nord du Mali. Ami BCC de Radio FM. C'est très clair ce qu'il a dit et moi je conçois exactement la même chose. En réalité, la communauté internationale, les Nations Unies aujourd'hui sont les premiers interpellés de la situation au Mali. L'État, les groupes armés, chacun est en train de jouer à son propre jeu et lorsque vous jouez à votre propre jeu, c'est difficile qu'il y ait ce qu'on appelle une adhésion totale. Là, on voit ce qui se passe. Premier aspect d'abord, les groupes armés dont on ne cesse de parler aujourd'hui, ils sont en train de contrôler jusqu'à demain une grande partie du territoire au nord. Et lorsque dans un État souverain, ce sont des groupes armés libres à eux-mêmes de faire ou bien de décider comme ils le veulent, c'est très très difficile qu'on puisse vraiment maintenir la sécurité parce qu'eux-mêmes sont un danger. Le danger ne peut pas amener la paix ni la sécurité. Une seconde fois, c'est quoi? D'abord, le redéploiement, on va peut-être en parler, le redéploiement de l'administration. Parce que pour qu'on puisse... La population est beaucoup plus en sécurité lorsque ce sont les FAMA, pas avec n'importe quel groupe armé. Et là, l'État n'est pas en train de le comprendre. Et la communauté internationale qui est là, en train de laisser les acteurs jouer à leur propre jeu, est en train vraiment de compromettre, de mon point de vue, cet accord concocté et qu'on a imposé par-dessus tout à un peuple qui ne sait pas en réalité jusqu'à demain le vrai contenu de cet accord. Idrissa Keita de Raida Info. Vous savez, souvent, on accuse à tort certains acteurs de la vie malienne qui finalement n'ont pas tort. En février, si j'ai bonne mémoire, c'était la rentrée politique du Parena, le parti de Tcheblin Dramé. Et son réquisitoire a fortement porté sur l'insécurité grandissante. Il a dit que ça fait 1 an. Le pays a signé un accord de paix.
il peine à décoller, il peine à démarrer. Il est même allé, après cette rentrée politique, à amener les groupes armés et la majorité sur la même table. Pour que vraiment on mette les divergences de vues de côté et qu'on puisse sauver l'essentiel, le Mali. Il y a péril en la demeure. On a toujours dit, on va signer l'accord de paix. Quiconque ne s'engage pas sera traité comme tel. Mais qui a été traité comme tel? Ça fait 1 an. On a signé un accord de paix. On sait qui est pour, qui n'est pas pour. Les blocages viennent de quel côté? Mais même l'accord de paix lui-même, la population ne l'a pas compris. Jusqu'à présent, on parle d'appropriation de l'accord. L'accord de paix lui-même, quand il a été rédigé, l'accord pour la paix, pas accord de paix, quand il a été rédigé, il y a eu des réserves. Réserves qui n'ont pas encore été traitées. Donc, si vous voulez, dans la foulée aussi, comme on l'a dit, il y a des terroristes un peu partout. Finalement, il y a des armes qui circulent. Des bandits de grand chemin, des terroristes, on ne fait plus la différence. Donc, vraiment, la situation est telle que on va même jusqu'à se poser la question. Les forces armées nationales sont là. Les Nations Unies sont là. La force armée française, Barkhane, qui a même un mandat sahélien sous-régional, est là. Et comment comprendre que, jusqu'à présent, les rebelles, en tout cas les terroristes, sont encore actifs. Donc vraiment, la communauté internationale a toujours été interpellée et encore interpellée. L'armée malienne, on le sait, est en refondation. Donc vraiment, il faudrait qu'il y ait de sérieuses assises et de réflexions sur cet accord de paix qui patauge. Puisque, au départ, une opinion voulait qu'on aille carrément aux armes pour s'en prendre militairement à ceux-là qui sont contre la paix au Mali. On a toujours prôné haut et fort que non, c'est le dialogue qui va le faire. De dialogue à dialogue, on est arrivé à ce forum de Kidal dont nous allons rentrer dans les détails. Finalement, ça a été un échec et c'est même une polémique, puisqu'on parle de sous dilapidés n'importe comment. Donc moi, je pense que vraiment, l'accord de paix, il a été signé, mais finalement, ce n'est qu'une signature, quoi. Alors, le forum de Kidal, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est justement le second point de ce débat. Alors, le forum de Kidal était annoncé comme un événement dont on devrait attendre beaucoup. Alors, finalement, un forum qui s'est passé sans l'autorité malienne, sans la plateforme, la CMA en a fait son affaire. Alors, on a même entendu les responsables de la CMA dire que malgré l'absence des autorités maliennes et de la plateforme, le forum a été un succès. Un commentaire de votre part, ami BCC? Mais écoutez, moi je l'ai une fois dit sur ce plateau, les responsables de la CMA ils sont chevronnés en communication. Ça, c'est très bien. Au moins, ils communiquent et souvent, ils réussissent leur communication. Mais ce qui est encore grave, je l'ai dit, nous sommes dans un pays qui a été condamné en direct dans un accord pour la paix dont il parlait tout de suite, devant la communauté internationale. Comment on peut comprendre qu'un gouvernement constitué de responsables, de politiciens qui ont tellement d'années d'expérience derrière eux, qui se font avoir de façon très très naïve par une bande de criminels, soutirés à tout un peuple, même si c'est un franc, et puis aller faire du théâtre et venir nous dire que c'est un succès. Moi, je pense vraiment que le peuple doit aujourd'hui chercher à demander des comptes. Certains avancent le chiffre de 400 millions. Est-ce que cela est confirmé? C'est ce que je suis en train de dire, que ce soit 2 millions, 200 millions ou 400 millions. On ne sait même pas le chiffre en réalité. C'est comme ça, hein. Ça a toujours été comme ça. Généralement, on avance des chiffres et celui qui doit parler, le gouvernement jusqu'à présent n'a pas communiqué sur cette affaire. Alors qu'au moins la CMA, au début et à la fin, a communiqué. Mais le gouvernement avait demandé un report quand même. Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Reporter quoi? Par rapport à quoi? Vous êtes souverain, vous avez décidé quelque chose. Si c'est vous qui financez vraiment, la CMA ne devait vraiment pas tenir le forum si on était dans un pays vraiment contrôlé ou bien dirigé par des responsables. Le plus important, c'est quoi? C'est fait. À mon avis, ceux qui le savent que c'est un échec parce que les principales parties qui sont la plateforme et puis le gouvernement, ce n'était pas seulement le gouvernement, la plateforme aussi n'avait pas accepté d'être là. Et cela veut dire quoi? Ils ont pris l'argent, ils sont partis
prendre quelques jours de plaisir et puis voilà, parce qu'eux-mêmes sont en train de parler d'un autre forum. Ça veut dire quoi? C'est que ça a été un échec. Si ça avait réussi, vraiment, on n'allait pas penser à un autre. Je crois que nous allons donner la parole à présent à vous, Amadé Sagara. On a quand même entendu la CMA dire que finalement, ce forum était un forum d'information, non? Mais vous savez, c'est de la comédie. Et la CMA a bien raison de dire cela. Et la CMA est encore maître du jeu. Et là, moi, je pense que ça interpelle où est la place du gouvernement malien dans tout ça. Un forum qui était tant entendu, le gouvernement n'est pas représenté. Il n'y a pas de communication, comme il l'a dit. Est-ce que vous savez que sans communication, c'est très, très, très grave. Ils ne sont pas représentés. Ils n'ont rien dit au peuple malien, quelque chose que le peuple peut comprendre. Et la CEMA se plaît, en tout cas, à faire son jeu de communication, comme elle l'a toujours fait. Donc je pense que c'est vraiment un échec et l'État est vraiment interpellé et ça va au-delà de tout discours politique. Il faut vraiment qu'on sache qui est qui dans ce pays, qui dirige ce pays. Aujourd'hui, moi, c'est la question que je me pose. Les groupes rebelles entre eux, et même si on ne veut pas le dire, moi je considère la CEMA comme des rebelles et des gens qui ont beaucoup de comptes à rendre à la République, même si on essaie de les légitimer. Il va falloir remettre chacun à sa place, que l'État s'assume. Et si l'État malien ne peut pas, qu'il dise la vérité. On ne peut pas toujours se faire ridiculiser aux yeux du monde de la sorte. Sinon, moi je ne vois pas, c'est seulement ridicule, c'est dérisoire ce qui s'est passé à Kidal. Idrissa Keita de Raïda Info. Je ne pense plus qu'il soit question de s'assumer. Le forum de Kidal a montré une réalité. Au nord, ce sont les forces de la CMA qui font office d'autorité d'État. 1. De 2, ce forum, on a tous vu, les mouvements armés ont été reçus officiellement par le chef de l'État sur les zones nationales. On a vu ça sur les zones nationales, l'ORTM, les confrères. Ils sont sur le décodeur, ils sont sur autant de réseaux à travers le monde. Le JT a été vu. C'est sur les réseaux sociaux. La presse écrite, tout le monde a parlé de ça. Il y a des papiers, des documents qui sont là. Et le lendemain de cette visite, il y a eu la rencontre quadripartite à laquelle j'ai fait allusion. Société civile, gouvernement, opposition, majorité, mouvements armés. Et la date a été dite et confirmée. Mais au fil des jours, il y a un désistement. Il y a eu un désistement. Finalement, même, il y a eu un buzz, il y a eu une cacophonie. Partira, partira pas, le Premier ministre partira, partira pas. Donc, c'est du terre à terre. On dit allons à Kidal. L'autorité même, à travers laquelle on dit Kidal est malien, n'y va pas. La plateforme qui était pourtant en alliance avec la CMA, à tel point qu'ils avaient même mis le gouvernement en aparté, à travers le fameux communiqué d'il y a plus d'un mois, se retrouve au devant de la seule chose. Mais je pense qu'il faut se prendre au sérieux dans ce pays. Parce que depuis longtemps, la population se posait toujours la question. Et même là, beaucoup de Maliens dans leur tête, ils se demandent est-ce que vraiment Kidal est encore malien? Est-ce que Kidal est encore malien? Il y a quand même une chose qui n'a pas été faite. En tout cas, je n'ai pas eu écho, je ne suis pas au courant. C'est que l'année passée, entre le mois de mars et le mois de mai, juste après la signature de l'accord de paix, il y a eu l'anniversaire de la Zawad. Oui. Célébré, fêté au vu et au su de tout le monde, en marchant sur le drapeau malien qui a été brûlé. Je n'ai pas la date en tête. La date, c'est le 5. Le 5-6 avril. Ce n'est pas encore arrivé. On va attendre pour voilà. Voir. Wait and see. Oui. Parce que, qu'est-ce que je vais dire de façon grosso modo pour ne pas que je monopolise la parole? On a dit qu'on se retrouve à Kidal. L'État, la CMA, la plateforme et même la société civile. 4 acteurs. Mais si sur 4, il n'y a qu'un seul qui est là, mais c'est du non-sens. Mais par contre, certaines tribunes, certaines absences permettent à d'autres de s'affirmer. C'est comme une équipe de foot. Quand l'attaquant leader, il est blessé, il est out, et que son remplaçant vient, il marque des buts, il est vu. Oumar Mariko a été la vedette. Il a été mis au devant de la chose et ça l'a aussi permis de fustiger tous les acteurs politiques
et cette majorité avec laquelle il est en divergence de vue. Mais je pense que pour ce qui est de la question Oumar Mariko, le confrère ami Baba Cissé a eu à faire un document où il a exprimé sa lecture de la chose. Donc je pense que ça va beaucoup nous édifier. Il y a Mandeng Sagara qui demande quand même à réagir. On va Oui, lui donner la parole. comme je le dis, comme le disait le confrère, hein, moi aujourd'hui, ce que m'inquiète, c'est ce que Kidal est réellement malien. Est-ce que nous allons finalement échapper à la division de ce pays-là? Et le peuple est sur sa faim. Et moi, je pense que l'honnêteté voudrait que le gouvernement se prononce et dise définitivement la vérité. Si on ne peut plus récupérer Kidal, que ce soit une réalité et que le peuple accepte le fait accompli. Mais qu'on arrête de faire tourner les uns et les autres, qu'on arrête de nous faire, en tout cas, un pas en avant, 2 pas en arrière, que vraiment il y ait la vérité, toute la vérité sur Kidal. Ami Bessissé. Ben, écoute, moi je pense que nous avons un devoir de vérité en tant que Maliens. Devant ce microphone, nous savons lire entre les lignes. Beaucoup de Maliens savent lire entre les lignes, comme vous l'avez dit, comme je suis en train de le confirmer aussi. La CMA aujourd'hui est le maître au nord. Ça, c'est incontestable et c'est vérifié. Quant à Mariko, moi j'ai été très étonné. Et quand j'ai parlé de Mariko, c'est un éditorial que je fais. J'ai titré Mariko un homme paradoxal. Je ne peux pas comprendre que ces criminels qui ont égorgé les militaires à Aguelhok, les militaires que Mariko, lui, il a toujours défendu, les militaires qu'il a toujours soutenus, et que lui-même, en tant qu'élu de la nation, se présente à un forum pour dire et traiter ces gens de patriotes, de républicains, de frères, de sœurs. Moi, je pense qu'il va vraiment assumer les conséquences de ce qui lui arrivera, parce que beaucoup aujourd'hui de ces militants l'ont désavoué, parce que ce n'est pas du tout digne d'un grand homme politique. Donc apologie de terrorisme, quoi. Juste quelques mots, puisque nous allons quand même passer à un autre sujet. Moi, ce que j'avais à dire, c'est le côté communication. Quand les confrères ont parlé de cette histoire de peut-être 700 millions, combien de millions? Vous savez, c'est depuis le départ. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Quand le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé, le premier scandale, c'était l'avion présidentiel. À ce jour, on ne sait pas quel est le prix de l'avion. Et à part ce scandale de l'avion, il y a eu autant de scandales où une seule chose, plusieurs prix. Forum de Kidal, plusieurs montants. Heureusement, le confrère l'aîné, confrère Manga Dambélé, vient d'être nommé à la tête d'un organe, le centre de communication gouvernementale, pour que désormais la communication du gouvernement soit faite par un seul canal, d'une seule voix. Donc j'espère que ce dernier, en connexion avec Racine Thiam du côté de Koulouba, vont désormais se mettre à communiquer. Parce que malheureusement, en 3 ans, ce pouvoir a donné naissance à une chose, les spéculations et les rumeurs. Et malheureusement, c'est à travers ça que le peuple s'informe et c'est à travers ça que la société vit et c'est très dangereux. Alors, nous allons passer à autre chose. Il nous reste très peu de temps. C'est une loi et nous allons parler d'une loi que l'Assemblée vient d'adapter. La loi est relative aux autorités intérimaires. Qu'est-ce que vous en dites, Amandek Sagara? Moi, je vais juste garder ma position. Moi, je pense qu'il y a des priorités. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que le pays a besoin. Moi, je vois tout ce danger qui est au nord. Je vois toute cette situation de confusion qui règne au nord. Je vois la peur des Maliens. Ce n'est pas cette loi-là qui m'intéresse. Mais elle est importante, cette loi, non? Oui, elle est importante, je n'en disconviens pas. Mais aujourd'hui, je voudrais que l'effort soit concentré sur le nord. Je voudrais qu'on aille à la réconciliation, qu'on essaye d'amener la paix dans ce pays. Ce n'est pas vraiment ça. Au moment où l'Assemblée, on ne sait même pas pour qui elle marche. Au moment où le roi Bariko se retrouve à Kidal, seul, et on ne sait pas pour quel but. Ami BCC. Mais écoutez, cette loi, avant de la voter, on a vu hier, ça a chauffé à l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui ont vraiment failli se donner des coups. Et c'est très dommage dans un pays. Ils sont en train, une nouvelle fois, de cautionner, de légitimer et de confirmer la partition du pays après avoir voté cette loi. On a dit qu'une loi est impersonnelle. Une loi est nationale. Mais ils ont voté cette loi, c'est juste pour permettre à ces criminels de la CMA de s'imposer. Et lorsqu'on voit la crise depuis, moi je suis du Nord,
je suis en contact avec des responsables du Nord. Depuis que la crise a commencé, il y a des maires, il y a des conseillers qui n'ont jamais quitté leur localité. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez vraiment mettre des groupes armés parce qu'ils ont pris les armes à leur place, moi je pense que c'est encore prendre le problème et tenter de faire de ça une solution. Idrissa Keïta, Radar Info, très rapidement sur cette question. Moi je dirais que vraiment cette loi elle est très controversée. Jusqu'à présent, le principe de régionalisation même n'a pas encore été accepté comme il se doit par le peuple. Et cette histoire d'autorité intérimaire va encore mettre de l'eau sur le feu. Donc on n'est pas à l'abri, parce que vous l'aurez compris, à l'Assemblée, il n'y a pas eu une unanimité. Il y a eu une divergence de vues, on a failli en arriver aux mains, et certains même ont eu à claquer la porte. Pire, l'opposition a boycotté. Donc, il y a l'opposition qui veut saisir même la Cour constitutionnelle, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, cette divergence de vues à un haut sommet, tel que l'Assemblée, montre que cette loi-là n'est pas venue pour gérer la chose, mais ce sera plutôt un problème à la solution. Alors, dernier point très rapidement, 31 000 réfugiés maliens menacés par l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. C'est les HR et les PAM qui l'annoncent. Alors, une réaction, Amandine Sagara? Oui, c'est quand même regrettable. Hein. Je pense à nos confrères qui sont loin de leur terre à cause tout simplement de l'incapacité de leur gouvernement à leur assurer un retour, à leur assurer un toit. Et on va lancer un appel à l'endroit des bonnes volontés, vraiment de venir au secours de ces personnes-là qui manquent aujourd'hui des choses les plus élémentaires qu'un homme a besoin. Idrissa Keïta. Cette situation démontre que le gouvernement a du mal à faire revenir les compatriotes. Mais en même temps, on vient de parler de la situation au nord, de la maîtrise de la mainmise de la CMA. Autant de facteurs. Mais il y a un facteur à ne pas oublier. Ils sont quand même en territoire burkinabé. Même le Burkina est dans une sorte de transition. Dernièrement, il y a eu des secousses sociopolitiques. Le nouveau président, il vient à peine d'arriver. Il est à peine arrivé, il y a eu des attentats. Il fallait un peu remonter la pente. C'est seulement maintenant même que son Premier ministre s'est retrouvé devant le Parlement pour réamender son budget. Donc vous voyez que même la terre d'accueil, il y a des complications mélangées à celles d'ici qui font que vraiment ce n'est pas évident. J'ose croire que nos autorités vont se ressaisir et qu'elles et leurs homologues du Burkina prendront à bras le corps cette situation. Car vraiment, trop c'est trop. Et après plus de 3 ans, il est quand même inconcevable que les parents qui sont dans les camps peinent encore à rentrer ici et soient dans une situation très, très, très défavorable. Vous, ami BCC de Radio FM? Moi, je mets ce problème au compte de l'irresponsabilité du gouvernement et ensuite de l'insensibilité de la CMA. Les 300 ou bien 400 millions dont on parlait tout de suite, ça pouvait vraiment servir à ces réfugiés. Mais la CMA a pris ça, elle est partie faire la fête avec ça. C'est difficile. Le Burkina n'est pas un pays normal comme il a dit. Le Mali qui doit vraiment penser à ses citoyens, à ces réfugiés qui ont vraiment souffert depuis des années. Je crois que vraiment la communauté internationale, au lieu d'interpeller les autres, c'est à elle aujourd'hui. HCR, c'est son boulot, c'est à elle de vraiment trouver la solution à ce problème. Alors, c'est sur ces propos que notre émission s'achève. Je rappelle que c'est le forum de la presse que vous étiez en train de suivre. C'était avec 3 journalistes, Ami BCC de Radio FM, Idrissa Keïta de Radio Info, Amandine Sagara du journal Soloni. Nous avons essentiellement parlé de 3 sujets, 4 disons. L'insécurité, une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale par rapport à l'autorité administrative. Nous avons parlé du forum de Kidal et de l'association des réfugiés maliens au Burkina Faso. Présentation Seydou Fomba, réalisation Ousmane Djadja Touré, à la mise en onde Seydou Mbou, régie vidéo Gagné Kanté. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour un autre forum. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.